là, on n'est même pas à un an du premier de ce gouvernement. C'est quand même assez rare dans la vie politique israélienne. Je ne suis pas surpris que ce soit en tout cas autour d'un thème religieux qu'il y ait rupture du contrat entre les différentes formations du gouvernement. Denis, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin pour nous expliquer un peu la situation provoquée par la démission d'Idit Silman hier matin. Cette crise politique, c'est une crise politique importante. Alors, j'ai d'abord une première question à vous poser. Est-ce que vous avez le sentiment que Naftali Bennett peut enrayer, on va dire, l'hémorragie politique dans son propre parti aujourd'hui ? Il a quand même quelques talents à ses côtés qui vont tenir bon, mais c'est vrai qu'il y a encore des maillons faibles, tout simplement parce que il faut bien reconnaître qu'il s'agit d'un parti de droite dont le public, dont l'opinion électorale est située dans le camp national religieux et que ils sont, je dirais, peut-être mieux placés que tout autre secteur de la population israélienne à exercer des pressions régulières parce qu'ils se fréquentent à la synagogue, parce qu'ils se voient pour étudier, etc. Et donc, de ce fait, il semblerait que Naftali Bennett, investi dans ses responsabilités, ait un petit peu négligé les membres de son parti. Il pensait sans doute bénéficier d'une sorte de protection du fait même qu'il est le Premier ministre. C'est pas de son camp qu'on allait l'abattre, puisque cela signifierait donc sa démission. C'est quand même, après tout, le seul grand résultat de ce parti Yamina que d'avoir un Premier ministre à la tête du pays, la première fois dans l'histoire politique d'Israël, d'avoir Ayelet Shaked comme ministre de l'Intérieur. Et donc voilà, dans ce contexte-là, d'un public extrêmement aux aguets, extrêmement aux affûts, qui ne se sent pas représenté à cause de la couleur un peu hétéroclite du reste du gouvernement. C'est vrai que c'est de là qu'est venu. Alors qu'on pensait que ça viendrait du parti RAM, on a toujours pensé que c'était de là que viendraient les difficultés de ce gouvernement. Eh bien non, on pensait que ça pourrait être de Gantz également, qui avait manifesté ça et là des opportunités ou un sentiment d'impuissance comme ça. Et ben non, c'est venu du propre parti de Naftali Bennett. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que ça vient de celle qui était la responsable de la coalition, donc celle qui, par définition, dont le travail est de consolider tous les jours cette coalition. Et bien voilà, c'est de là qu'est partie la faille, et elle pourrait effectivement précipiter la chute de ce gouvernement, même si ce n'est pas bien sûr dans l'immédiat, comme certains le comprennent ou ne le comprennent pas. Alors justement, on va essayer de comprendre cela, parce que finalement, on est dans une forme de parité totale, 60 députés d'un côté, 60 députés de l'autre. À supposer que l'on trouve le 61e député, que va-t-il se passer après ? Alors, d'abord, actuellement, vous savez, ce sont ce qu'on appelle des vacances parlementaires, et donc jusqu'au 8 mai, même si on peut bien sûr toujours réunir en séance extraordinaire, mais théoriquement, jusqu'au 8 mai, il ne va pas se passer grand-chose. N'oublions pas aussi que c'est les fêtes de Pessah et que beaucoup de députés, notamment les députés religieux, ont autre chose à faire qu'à s'occuper de politique, et donc on peut dire que jusqu'au 8 mai, tous les paris sont ouverts. Alors, bien évidemment, on va chercher du côté du Likoud et de l'ancienne coalition à trouver, alors que ce soit Orbach, Kana, ce sera moins sûr, mais on va essayer de trouver un député de la coalition actuelle pour venir les rejoindre. Du côté de la coalition, je pense que les seuls efforts, alors on pourrait toujours penser qu'on peut débaucher un orthodoxe ou un député du Likoud, ça me paraît assez peu probable. En revanche, je crois que l'effort essentiel va être tourné du côté de Ahmed Tibi et de son deuxième collègue de la liste Ta'al, qui est actuellement au sein de la liste arabe unifiée, mais qui n'ont pas, si je puis dire, l'idéologie nationaliste, en tout cas du Hadash, du parti communiste Hadash, et eux pourraient être tentés d'apporter en quelque sorte les deux voix nécessaires pour faire tenir cette coalition. Même si on l'a entendu ce matin, les députés du Nouvel Espoir de Gideon Sa'ar, eux, ne sont pas prêts à rester dans une coalition qui serait soutenue également par des députés de la liste arabe. Voilà, d'où les difficultés. Alors voilà, le dilemme est toujours le même. C'est où on fait prévaloir ces principes
et voilà, ça peut paraître tout à fait respectable, ou bien on va aux élections, et ça, je ne suis pas sûr. D'abord, il ne faut pas oublier, les dernières élections datent d'il y a un an. C'était voilà, le 23 mars. Voilà, c'était le 23 mars, exactement. Le gouvernement n'a même pas encore un an, puisque c'était en juin qu'il a été formé. Et donc, on dit toujours que les 120 députés sont pas pressés d'aller remettre leur mandat en difficulté, même si on sait que c'est une proportionnelle et que les premiers de la liste sont toujours protégés. Mais bon, voilà, c'est vrai que ce sera le retour à la proportionnelle avec et on le voit aussi dans les sondages. Alors on sait bien qu'ils valent ce qu'ils valent, mais ce reste quand même des sondages qui nous donnent la victoire ni un camp ni un autre. On va dans un match nul encore un peu plus renforcé. Là où, voilà, les dernières consultations, on était avec un léger avantage de tête. Alors bien sûr, on n'est pas encore en élection, tout peut changer. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez que signifie ce que l'on appelle une motion de censure constructive. On en parle depuis l'annonce de la démission de Didier Tillmann, et il s'agit d'un cas de figure tout à fait particulier. Oui, en fait, dans les années 70 et 80, la motion de censure était le moyen parlementaire privilégié pour l'opposition pour faire tomber le gouvernement. Et donc, pour éviter des crises à répétition et éviter donc de se retrouver chaque fois dans de nouvelles élections, on a modifié la loi, et désormais une motion de censure est qualifiée automatiquement de constructive, parce qu'il ne suffit pas d'abattre ou d'exprimer sa défiance vis-à-vis d'un gouvernement. Il faut que les mêmes qui votent la défiance arrivent avec un gouvernement déjà prêt, en quelque sorte. Et là, il faut qu'il s'engage à soutenir un gouvernement. Et là, il faut 61 députés. Là, il faut une majorité absolue et pas une majorité simple. Et voilà. Et donc, cela veut dire que ça permet en quelque sorte à l'exécutif de tenir un peu plus. Ça oblige l'opposition à travailler en profondeur, d'arriver avec une coalition de rechange. Elle est totalement exclue avec le Taal, parce que Ben Gvir et Smotrich, ils mettront leur veto, comme ils ont mis leur veto au parti Ra'am. Voilà. Il faut bien plus que le Taal, puisque si je ne m'abuse, la coalition, c'est-à-dire la coalition de droite orthodoxe et le parti de Smotrich, ça fait 54 députés, donc il en faut encore au moins 7. Exactement. Et donc, par exemple, un cas de figure comme l'hypothèse que Benny Gantz, qui est apparemment frustré aussi de sa présence au sein du gouvernement Bennett-Lapid, qui ne se sent pas en odeur de sainteté, pourrait par exemple être récupéré par Binyamin Netanyahou, même quitte à ce que celui-ci lui cède le poste de Premier ministre. Ça vous paraît plausible ? Tout est plausible dans la vie politique israélienne. Rassurez-vous, il n'y a pas un scénario qui n'aura pas été examiné et mis à exécution. Je dirais quand même que Benny Gantz, ayant été élu sur une doctrine d'intégrité, a été quand même le dindon de la farce en 2020 lorsqu'il s'est prêté exactement au même jeu. Certes, il était à l'époque, on pressentait qu'il serait un Premier ministre après 2 ans d'exercice du gouvernement par Netanyahou. Là, comme d'après votre scénario, Netanyahou lui céderait tout de suite la première place. Alors la tentation, bien sûr, est grande. Je ne suis pas sûr que cela ne soit pas pour lui un suicide politique. C'est-à-dire ce serait vraiment, 2 ans de Benny Gantz, et puis après il démissionne et il quitte la vie politique. Je le vois mal s'adresser une deuxième fois à ses électeurs avec une deuxième trahison. À ceci près qu'il aura tiré les enseignements de la première, puisqu'il aura désormais il sera désormais lui le Premier ministre du premier coup, et non pas après une rotation au bout de 2 ans. Je voudrais vous demander de prendre un petit peu de recul, peut-être faire un zoom out comme on dit, et essayer d'analyser la situation. Finalement, on a dit quasiment depuis le début que ce gouvernement était fragile. On ne devrait pas être particulièrement surpris qu'au bout d'un an à peine, au moins même, il soit secoué. Oui, à ceci près que voilà, vous avez dit le mot essentiel, c'est-à-dire ça intervient après moins d'1 an. Au bout de 2 ans et demi, 3 ans, on n'aurait pas donné cher, et Yair Lapid était à peu près certain que s'il était parvenu au pouvoir, il n'aurait pas les 2 ans dont a bénéficié Naftali Bennett. Bon,
Ça, c'est clair. Mais là, on n'est même pas à un an du premier de ce gouvernement. C'est quand même assez rare dans la vie politique israélienne, sauf s'il y a une dissolution par le gouvernement lui-même. Mais c'est vrai que on n'est pas surpris. On ne pensait pas que ça viendrait autour de cette affaire du Hametz dans les hôpitaux, etc. Mais c'est aussi une leçon sur le fait que la religion sont des principes qui est extrêmement difficile de faire passer dans la vie politique de tous les jours, et vraisemblablement, je ne suis pas surpris que ce soit en tout cas autour d'un thème religieux qu'il y ait rupture du contrat entre les différentes formations du gouvernement. C'est pas autour des Palestiniens, c'est pas autour de l'économie, c'est pas autour de ceux qui agitent l'essentiel des problèmes, c'est autour d'une minorité certes très importante et fort respectable, à qui on n'a jamais dit d'aller manger du Hametz dans un hôpital, mais qui est incapable finalement de vivre un vrai vivre ensemble dans lequel chacun serait à la mesure de ses convictions, de sa conscience et de ses possibilités. C'est vrai que ça, pour moi, ce n'est pas une surprise, que ce soit autour d'une affaire de ce genre. Dernière question, Denis. Il y a un changement important dans la conjoncture politique actuelle. C'est que Binyamin Netanyahou est depuis 9 mois chef de l'opposition, et il n'y avait pas de précédent, on va dire, au cours des 20 dernières années. Est-ce que vous pensez que le fait que Binyamin Netanyahou ait été pendant ces 9 mois chef de l'opposition, donc dans l'opposition et pas au pouvoir, ça peut pousser certains députés du Likoud à lui dire ou à lui faire comprendre que finalement il est un obstacle potentiel ou réel en vue de la formation d'un gouvernement de droite, et lui demander peut-être de se mettre sur la touche, ou il reste malgré tout, comme on l'a vu hier soir, le leader incontesté de la droite israélienne, et sans lui, eh bien, il n'y aura pas de gouvernement? Écoutez, toute l'histoire récente, quand je dis récente, ça fait déjà plus d'une décennie, toute l'histoire récente du Likoud nous montre que la révolte ne viendra pas de l'intérieur, ou si elle vient de l'intérieur, elle se passe par une dissidence. Gideon Sa'ar étant le meilleur exemple de quelqu'un qui a tenté de défier Netanyahou au sein du Likoud et qui a estimé, au bout du compte, devoir quitter le parti. Le Likoud n'a pas de leader de rechange actuellement, et le fait que Netanyahou soit actuellement, mène son procès, quand bien même la phase actuelle n'est pas très favorable à l'idée de son innocence avec l'audition de Shlomo Filber, tout ça m'inspire l'idée que ce n'est pas du Likoud qu'il faut attendre un changement de leader. Il y a une sorte de déclaration. Ce serait trahir l'identité du Likoud, qui a toujours bâti sur l'idée que les leaders du Likoud démissionnent d'eux-mêmes, mais ce n'est pas une opposition interne au parti qui ravit la première place de leader. Et c'est pas Netanyahou. Alors Netanyahou peut bien sûr décider de se retirer, il peut estimer que son temps est fait. Ça me paraît peu probable au vu de ce que l'on sait de lui, mais tout est possible dans la vie. Mais ce qui me paraît encore plus inconcevable, c'est que cela vienne de l'intérieur de son parti. Alors, est-ce que les partis orthodoxes pourraient avoir le cran, si j'ose dire, eux qui ont tout misé sur Netanyahou ces dernières années, de venir dire c'est plus possible? Ce serait peut-être plus plausible, selon moi, que d'une insurrection à l'intérieur du Likoud. Eh bien, professeur Denis Charbit, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Qualité, de nous avoir expliqué, on va dire, les développements possibles de cette crise politique sérieuse qui ébranle la classe politique israélienne. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt, et on peut vous souhaiter déjà une bonne fête de Pessah, Chag Sameach. Merci beaucoup. Au revoir.